Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue à cet Atelier Europe 2021. Alors vous le savez probablement, un nouveau programme cadre européen pour la recherche et l'innovation a été mis en place cette année. Il commence cette année, il courra jusqu'en 2027, donc dans 6 ans. C'est Horizon Europe, son petit nom, Horizon Europe, retenez-le, 95 milliards d'euros pour Horizon Europe sur les 7 années de fonctionnement. Avec ça, avec ces financements, il est possible notamment de financer vos recherches en collaborant avec des laboratoires dans d'autres universités, d'autres organismes de recherche, des entreprises appartenant à des pays de l'Union européenne, mais pas seulement. Certains pays n'appartenant pas à l'Union européenne sont aussi intégrés et donc voilà, on peut aussi monter des collaborations avec cela. Donc ça, c'est le programme Horizon Europe, 95 milliards d'euros qui débute. Et puis, en parallèle, on a le programme Erasmus+. Erasmus+, pour organiser des mobilités d'études, des mobilités professionnelles. Même calendrier, 2021-2027, et là, 26 milliards d'euros. 26 milliards d'euros pour Erasmus+, c'est plus 80%, plus 80% par rapport à la période précédente, donc qui courait également sur 7 ans. Alors tout cela, vous vous rendez compte ? Ça ouvre un éventail d'opportunités à saisir pour booster sa recherche, booster sa carrière, pour aller de l'avant, pour s'ouvrir, pour prendre de l'ampleur. Bref, ce sont de très belles aventures qui vous sont proposées. Et pour vous lancer dans l'aventure, justement, vous mettre le pied à l'étrier, eh bien, Sorbonne Université a organisé ses ateliers Europe 2021. Alors, c'est très simple. C'est tous les mardis, tous les jeudis, soit à midi et demi. Hein, donc, c'est tout simple. Donc, jeudi prochain, par exemple, il y en a 9 en tout, y compris celui-ci, qui sont prévus. Et il y en aura peut-être d'autres après. Donc, 9 ateliers thématiques. Par exemple, dans une semaine, dans jeudi, là, le 1er avril, on va parler des masters conjoints avec Erasmus+. Mardi de la semaine prochaine, le 6 avril, les projets collaboratifs européens de recherche. Est-ce que d'ailleurs vous n'aimeriez pas un jour piloter l'un de ces projets collaboratifs européens de recherche? Peut-être que vous posez la question. Des opportunités aussi pour les projets d'innovation pédagogique. Donc les projets d'innovation pédagogique, ça ce sera jeudi de la semaine prochaine, le 8 avril. Bref, on va revenir là-dessus. On va détailler tout ça. Ces ateliers, Horizon Europe, Erasmus+, les ambitions et les moyens que Sorbonne Université met à votre disposition. Avec les intervenantes d'aujourd'hui, on a Véronique Perdereau, on a Mathilde Bégrand et la Bouquet, allumez votre caméra et puis comme ça on peut... Voilà, excellent. Donc on est tous les quatre ensemble. Je vous présente d'un mot. Donc ça, c'était dans l'ordre dans lequel vous allez vous exprimer. Véronique Perdereau, vous êtes vice-présidente Europe de Sorbonne Université. Mathilde Bégrand, vous êtes d'Erasmus+, donc on va en parler avec vous, Erasmus+ France, responsable du pôle enseignement supérieur, et Ella Bouquet, vous êtes au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et vous suivez la mise en œuvre du programme Horizon Europe, donc le nouveau programme cadre européen. Et moi-même, je m'appelle Paul Debrem, je suis animateur d'événements scientifiques et techniques, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On en a pour 1 heure, et vous pouvez poser vos questions dans le chat. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je m'efforcerai d'en prendre. Et puis, vous allez trouver certaines réponses aussi directement écrites. Commençons avec vous, Véronique Perdereau. On va rester ensemble une petite demi-heure. Vous commencez par faire voilà, une sorte de présentation, et puis ensuite, on va vraiment dialoguer. Donc, vice-présidente Europe de Sorbonne Université, vice-présidente heureuse, je crois, parce que Sorbonne Université est la première université française pour la participation à Horizon 2020. On vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour cette très belle introduction. Vous avez vraiment tout de suite fixé le cadre. Il s'agit des nouveaux programmes européens qui ont commencé en janvier 2021. On n'en sait pas encore tout puisque la documentation n'est pas complètement sortie. Peut-être que nos interlocutrices vont pouvoir nous dévoiler quelques petits secrets. En tout cas, je voudrais commencer déjà par vous présenter les excuses de notre président Jean Chambaz, qui devait ouvrir cette session inaugurale et qui s'est trouvé en conflit d'agenda.
Je pense que tout le monde sait que c'est un Européen convaincu. Il a placé l'engagement européen au cœur de la politique de l'établissement depuis de nombreuses années, dans la stratégie scientifique, dans la stratégie de développement international, dans la stratégie d'accroissement de ressources. C'est une priorité. Et même si on a dû réduire un peu la voilure du fait de la crise ces derniers temps, ça reste une priorité. Comme vous l'avez dit, nous pouvons nous enorgueillir d'un très très beau bilan sur le précédent programme cadre 2014-2020, à la fois sur les activités d'enseignement et celles de recherche et d'innovation. Ce n'est pas pour autant qu'il faut en rester là. Il y a de nouvelles opportunités qui s'annoncent avec les nouveaux programmes qui ont été évidemment un peu remaniés. Il y a des moyens qui sont disponibles et qui vont nous permettre nous-mêmes d'évoluer. Donc il faut continuer, se lancer si ce n'est déjà fait et surtout exploiter les nouvelles possibilités qui sont offertes par cette magnifique université qu'on a installée en 2018 et qui nous permet d'envisager des instruments ou des aspects des programmes, majoritairement ces deux programmes principaux, sur lesquels on n'avait pas forcément travaillé jusqu'à présent. Alors, tout d'abord, l'université a largement élargi son champ disciplinaire. Ça ouvre de nouvelles perspectives pour des collaborations au sein des facultés, mais aussi entre les facultés. Et je pense que ces collaborations permettront de tisser de vrais liens et de finir de construire cette nouvelle université par la communauté elle-même. Tout ça est bien encouragé par la structuration qui a été faite récemment. Nathalie Drage-Temam, notre vice-présidente recherche, innovation, sciences ouvertes, a présenté les instituts et initiatives. Ce sont des lieux parfaits de création, de collaboration au sein de notre université et entre les facultés. Et du coup, d'être plus fort pour aller chercher les financements, je dirais, en meute. Je voudrais insister aussi sur cet aspect pluridisciplinaire en disant que dans ce nouveau programme, il y a un accent qui est particulièrement mis sur les sciences humaines et sociales, ce qui ouvre, et finalement c'est un peu nouveau, des perspectives pour notre faculté des lettres, non seulement en collaboration avec les autres disciplines, mais aussi en portant des thématiques de recherche propres à la faculté. Le deuxième point que je voudrais mettre en avant, c'est l'innovation que nous sommes capables de porter désormais. Je pense que c'est assez incontestable que nous portons de la recherche d'excellence, ça c'est reconnu depuis longtemps, mais l'université s'est dotée désormais de tous les outils pour accompagner les chercheurs, les aider à maturer leurs idées, leurs projets, aller vers plus d'entrepreneuriat, pouvoir livrer à la société les solutions qu'elle attend à tous ces grands défis auxquels elle est confrontée. Et tous ces acteurs qui sont déjà opérationnels, qui se sont installés progressivement, vont être rassemblés en principe en 2023 en un même lieu qui est ce centre d'innovation Paris Parc que l'on attend avec impatience. Dans les autres activités de notre communauté, il y a bien évidemment l'enseignement. Et là, on voit qu'il y a une opportunité plutôt contextuelle. Les enseignants ont été obligés de basculer de manière forcée vers de l'enseignement hybride, de l'enseignement à distance. On en parlait depuis longtemps et là, la crise de la Covid a fait que les enseignants n'ont pas eu le choix. Cette transformation un peu forcée de l'université, il va falloir certainement la pérenniser puisqu'elle participe à la modernisation de nos pratiques pédagogiques. Et pour ça, un bon moyen, c'est d'aller chercher des financements, de s'appuyer sur des
collaboration avec d'autres universités qui ont finalement vécu la même expérience et en partageant cette expérience et ces bonnes pratiques, de développer de l'innovation pédagogique de manière pérenne avec les moyens qui cette fois-ci pourront être fournis, notamment par le programme Erasmus+. Alors j'ai beaucoup parlé de collaboration. Pour ça, il faut avoir des partenaires. Eh bien, désormais, Sorbonne Université a un réseau de partenaires privilégiés sur lesquels il faut absolument s'appuyer. Il y a bien sûr notre université européenne For EU+, je pense que beaucoup en ont entendu parler. Ces liens très étroits que l'on veut avoir avec 5 autres universités européennes. Mais il y a aussi des partenariats privilégiés, même hors Europe, et les programmes européens permettent, sous certaines conditions, de financer aussi des collaborations avec des partenaires associés hors Europe. Et puis, nous avons un écosystème qui est très riche grâce à tout cet ensemble de projets européens qu'on a déjà obtenus, 286 entre 2014 et 2020, ce qui veut dire que bon nombre d'unités de recherche ont déjà les liens qu'il faut, les départements de formation aussi. Et puis, nous sommes membres, et il ne faut pas l'oublier parce que c'est un terrain de jeu formidable, de 3 KIC. Alors ça, c'est le jargon. Ce sont les communautés de l'innovation et de la connaissance financées par l'Institut européen d'innovation et de technologie. Nous sommes membres de 3 communautés, santé, numérique et climat. Et dans ces communautés, on trouve des partenaires d'excellence, des partenaires industriels avec lesquels on peut porter des projets de formation, d'innovation et d'accélération. Et puis, je voudrais terminer sur ce champ des possibles avec un aspect qui me tient à cœur. C'est d'insister sur le fait que les membres de notre communauté sont majoritairement des enseignants-chercheurs. Ça veut dire qu'ils mènent de front 2 activités. D'un côté, la formation, de l'autre côté, la recherche et l'innovation, et que je ne crois pas que ce soit possible de les porter en les isolant l'une de l'autre. Je crois au contraire qu'elles se nourrissent l'une de l'autre, et des collaborations ou des initiatives qui sont initiées sur un champ d'activité peuvent tout à fait s'élargir sur l'autre volet. Et à ce moment-là, on rebondit et on amplifie. Voilà en quelques mots, donc, les nouvelles opportunités, pas encore celles des programmes, on va en entendre parler après avec nos 2 invités, mais au moins les opportunités qui sont offertes par Sorbonne Université. On ne vous entend pas. Ben oui, évidemment. Parfait, merci infiniment. Donc, vous pouvez commencer à poser vos questions. Hein. Si vous en avez pour Véronique Perdereau, moi-même, j'ai pas mal de questions à vous poser. Véronique Perdereau, donc, on va revenir sur le bilan, on va voir comment tout ça a été possible, on va voir quels sont les moyens que vous mettez à la disposition des enseignants-chercheurs. Mais est-ce qu'on pourrait commencer par les bénéfices? Voilà, je suis un enseignant-chercheur, tout ça c'est merveilleux, enfin voilà, ça va m'ouvrir, ça va avoir pas mal d'avantages, je suppose. Mais quels avantages au juste? Qu'est-ce que je peux en attendre? Est-ce que, voilà, quel bénéfice est-ce que je peux en attendre pour moi, pour ma recherche, ma carrière, pour voilà, l'ampleur que je vais prendre, etc. Alors, c'est la vraie bonne question, parce qu'aujourd'hui, on essaye de convaincre quelques porteurs de projets de se lancer. Évidemment, on pense le premier bénéfice, c'est un bénéfice financier. Alors, on va commencer par là. On va évacuer d'ailleurs assez rapidement cet aspect parce que je pense que ce n'est pas forcément le plus important. Mais en tout cas, ces budgets que l'on collecte auprès de la Commission européenne ne sont pas négligeables, loin s'en faut. Ça permet du coup d'avoir plus de moyens, de travailler sur du plus long terme, d'avoir un horizon à plusieurs années et de se permettre de s'acheter des équipements, faire des missions de longue durée quand c'est nécessaire, donc avoir des moyens supplémentaires pour aller plus loin. Mais on peut aussi
de mon point de vue, c'est là encore plus important, viser plus grand, c'est-à-dire porter des projets beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus innovants, grâce aux collaborations que l'on peut nouer avec tous ces partenaires que l'on va chercher et qui vont compléter les expertises premières, celles qui sont disponibles, soit par le porteur et son équipe, soit au sein de l'université, dans l'une ou l'autre des facultés. Il est toujours utile d'associer d'autres expertises, d'autres méthodologies, d'autres angles de vue, et c'est ainsi qu'on peut porter des projets de plus grande ampleur. Alors évidemment, quand on est impliqué dans ces projets européens et de cette façon-là, à titre personnel, on s'enrichit considérablement scientifiquement. On a un spectre scientifique plus large parce qu'on est obligé de dialoguer avec des collègues qui ne sont pas de notre domaine. On est parfois obligé de coordonner de multiples activités, même si on n'en a pas l'expertise, et ça permet vraiment d'ouvrir son spectre. Et puis, à travers cette activité, on se positionne sur l'échelle européenne, voire internationale. Donc, on est d'autant plus visible, d'autant plus reconnu. Pour le porteur, il peut y avoir un effet boule de neige. En s'investissant dans un projet, on est très naturellement ensuite invité dans d'autres projets. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement un projet recherche, si initialement c'était un projet recherche, ça peut tout à fait se mêler. Et à ce moment-là, on peut émarger des différents programmes. Et puis, finalement, tout ça, bon, donc il y a plein d'avantages, plein de bénéfices. Et puis il y a la sphère personnelle. Voilà. Il y a pour l'établissement aussi, exactement. et ça, faut le dire, nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui se lancent, parce que c'est un cercle vertueux, ça permet de rendre aussi Sorbonne Université plus visible et donc d'être plus attractive sur la scène internationale. Et du coup, donc tout ça, ce sont des avantages globaux pour la carrière, la reconnaissance, son laboratoire, l'établissement, etc. Et à titre personnel, sur le déroulement de la carrière et en matière financière personnelle pour moi, pour mon équipe, comment est-ce que ça se passe? Alors voilà, je voulais pas mettre ça en avant. Mais on ne met pas en avant, mais à la fin. Je pense que c'est pas le plus important. Mais ça existe, il faut en parler. Je mets en priorité l'enrichissement scientifique. Mais alors, effectivement, on ne va pas tourner en rond autour. Effectivement, on mène une politique de ce point de vue assez forte, puisque l'engagement européen est désormais reconnu dans l'évaluation pour les carrières, pour les promotions locales. Il est reconnu aussi pour l'attribution de la prime d'investissement unique. C'est un des critères qui est utilisé. Et Vous puis, pourrez nous rappeler ce que c'est, cette PIU? Alors, c'est une prime d'investissement. Enfin, on reconnaît l'investissement globalement à la fois sur les activités de formation, de recherche et d'innovation pour un individu. Et à ce moment-là, il peut bénéficier d'une prime. Mais il y a aussi quelque chose d'encore plus spécifique, qui est la gratification, qui est accordée cette fois-ci sur les projets. Et ce qui est innovant, je pense, et auquel je tiens, parce que je pense que aller à l'Europe, c'est une affaire d'équipe. Cette gratification, c'est pour le porteur en fonction de son investissement, mais aussi c'est pour les chercheurs ou les enseignants qui participent à son projet et qui s'investissent aussi, qui donnent du temps, qui donnent de l'énergie. Donc la gratification, c'est aussi pour l'équipe. Voilà, et elle est répartie en fonction de l'effort. Très bien, d'accord. Donc, on a de l'ambition pour soi-même, pour sa recherche, pour son équipe, pour son université, pour son labo. Et voilà, on peut faire appel à ces outils européens. On revient d'un mot quand même sur le bilan, avec des chiffres. Je ne crois pas que vous soyez tellement entré dans les chiffres du bilan. Non, pour le précédent plan, évidemment. On en a dit quand même quelques mots. Donc, sur le précédent programme cadre, toutes activités confondues, c'est-à-dire les activités sur Erasmus+, donc l'innovation pédagogique, les masters conjoints. Je voudrais d'ailleurs dire que pour bénéficier des financements du programme Erasmus+, il faut avoir validé une charte. Nous venons de renouveler valider, ça veut dire la signer? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus d'évaluation. On a soumis
une proposition assez lourde qui décrit notre politique européenne et tous les moyens que l'on veut mettre pour participer au programme Erasmus+, et comment l'université s'aligne aussi avec les Il faut que grandes vous, en tant qu'établissement, priorités. il faut que vous soyez accepté. Et voilà, Vous ayez le temps, faut qu'on ait l'adoubement, et on est très fiers puisque on vient de renouveler notre charte tous les 7 ans, il faut le faire, et on a obtenu un score de 100 sur 100. Donc là, on peut 100 dire que… sur 100. Voilà, on a le feu vert. On a eu les activités de recherche et d'innovation sur le programme Horizon 2020, donc le précédent programme. Et puis, c'est KIC, Knowledge Innovation Communities, dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est des communautés, je suis là dans mon KIC, c'est des thématiques, je suis avec des entreprises, avec des startups. Des très gros consortiums. Un gros consortium européen. Il y a 300 ou 350 partenaires. Et du coup, là, je commence déjà à avoir un réseau, à pouvoir rencontrer des gens, pouvoir discuter avec eux et réfléchir à des projets, ce genre de choses. Et c'est de la co-construction, donc même la co-construction avec les personnels qui portent les KIC, donc ça donne plus de chances de réussir. Du côté des KIC, on a collecté sur ce programme cadre 10 millions d'euros. Alors le bilan, c'est 10 millions d'euros pour 36 projets. Pour 36 projets, vous voyez, vous avez les chiffres aussi. Ah oui, j'ai 286 projets sur le programme, 122 millions d'euros, donc c'est pas une blague. Donc les KIC, c'était 10 millions, et sur Horizon 2020, qui était avant, donc Horizon Europe, là, Horizon et Erasmus+. Et Erasmus ensemble, 122 millions collectés. 122 millions d'euros sur 7 ans. Collectés sur 7 ans. Donc vous l'avez déjà dit, pour la recherche, nous sommes première université de France, première bénéficiaires. En fait, si on regarde le top 25 des partenaires français, nous passons évidemment derrière le CNRS, mais aussi des très grands groupes industriels. On est 5e en fait sur l'ensemble des bénéficiaires. Et en fait, je me permets de dire que le décompte ne nous est pas tout à fait favorable, puisque les réussites des chercheurs des grands organismes, mais qui sont quand même hébergés par Sorbonne Université, ne nous sont pas comptabilisés. Donc, on a beaucoup de succès dans un environnement qui est quand même très propice. Si on compte les ERC, par exemple, on en a 30 qui nous sont comptabilisés, mais en réalité, on en a plus de 100 sur le périmètre de Sorbonne Université. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les chercheurs? Parce que c'est quand même un énorme travail, ou un travail important en tout cas, surtout quand on n'a pas encore mis le pied dedans, qu'on ne connaît pas, c'est toute une mécanique à comprendre. J'imagine qu'il faut s'acculturer progressivement. Alors comment est-ce qu'on fait? Imaginons, moi voilà, j'ai une recherche, je pense qu'elle a du potentiel européen, j'ai déjà peut-être une idée d'un laboratoire avec lequel je pourrais faire des choses, j'ai envie, mais bon, entre l'envie et le fait de déposer un dossier, de répondre à un appel à projet, et puis de défendre mon projet face à des jurys, y compris à l'oral. Et voilà, il y a tout un parcours assez long. Il faut monter en compétences. Comment est-ce que vous faites là pour m'accompagner, pour me structurer, pour m'aider, pour m'épauler? Alors, on met déjà beaucoup de moyens, et depuis des années, puisqu'on est monté en puissance. Ce n'est pas d'hier, cet investissement, bien évidemment. Donc, à l'heure actuelle, il y a 30 personnes qui s'occupent des questions européennes, qui accompagnent les porteurs à la fois dans le montage et dans le suivi de leurs projets européens, sur des questions administratives et financières, mais pas que, et ça, je vais revenir dessus. Et ces personnels se sont très récemment organisés en réseau. Depuis le mois d'octobre, nous avons un réseau interne Europe. Ce sont eux qui ont souhaité construire ce réseau pour faciliter le partage d'expériences et le partage d'informations. Et cette communauté se réunit désormais régulièrement. C'est une communauté totalement décloisonnée, c'est-à-dire que les personnels qui participent dans cet échange ouvert viennent de tous les services, à la fois facultaires ou universitaires, et à tous les niveaux d'expertise. Et du coup, c'est une communauté aussi transversale, et on revient à cette idée de synergie entre les activités de formation, de recherche et d'innovation, puisque on ne veut plus faire une séparation claire en fait entre les supports que l'on apporte, et on a même
chercher à harmoniser des procédures et faire bénéficier tous les porteurs, quelle que soit l'activité qu'ils montent, hein, de la même façon. Donc, c'est déjà un entourage extrêmement riche, extrêmement fort, extrêmement expert. Ces personnels-là vont à la rencontre des enseignants-chercheurs. Ils vont pouvoir leur livrer, leur faire savoir les appels à projets qui sont disponibles. Donc, il y a des activités d'incitation, des activités d'information On que vient l'on me voir en me relance. disant, dans votre domaine, il y a un appel à projet. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce Voilà. que vous étiez au courant? Notamment, ce sont les Ouais. chargés de développement et de partenariat qui ont un portefeuille d'unités de recherche dans toutes les facultés et qui peuvent aller à la rencontre de la communauté. Évidemment, il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs, ils ne peuvent pas frapper à la porte de chacun, mais ce sont les bons relais. Et si, comme vous l'avez dit tout à l'heure en posant votre question, vous avez une idée de projet, alors le mieux, c'est d'aller frapper à leur porte parce que c'est le premier point d'entrée, ou alors frapper à la porte des bureaux d'ingénierie de projet formation qui sont dans les facultés aussi. Et à ce moment-là, l'accompagnement commencera. Et on vous donnera toutes les indications, tous les conseils et tout l'accompagnement qu'il faut pour aller jusqu'à une soumission. Et je crains qu'on ne vous lâche pas à partir de là. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'avoir plus de porteurs. Si on veut augmenter nos réussites, il faut Est-ce que vous qu'on ait voulez plus. continuer à augmenter? Vous avez des Mais bien résultats dont vous êtes sûr, satisfait et pourtant vous voulez les mais augmenter. bien sûr, mais de toute façon, on a augmenté l'université. Donc, de fait, on devrait aussi augmenter le nombre de projets. C'est d'autant plus logique qu'on a un excellent taux de succès. Et ça, j'aimerais bien le dire, et ça Bien sûr. explique ce bilan que l'on affiche sur Horizon 2020. Donc, la recherche, on a un taux de succès de 18,2%. Alors, comme ça, dans l'absolu, ça ne parle peut-être pas à grand monde, mais je vais quand même dire le taux de succès à l'échelle de la France sur tout le programme, hein, c'est 16,5, donc on est déjà 2 points en dessous. Et à l'échelle de l'Europe, c'est 12,8. Donc cet accompagnement, 5 points, 4 points, 4-5 points en dessous. voilà, fait qu'on donne un maximum de chance à nos porteurs de projets pour être sélectionnés et donc de gagner leur contrat. Exactement. Donc, vous avez envie, vous, d'augmenter cette force de frappe. Voilà, on est une grande université, on doit pouvoir aller encore plus loin. Donc, pour revenir sur les moyens, donc vous avez 30 personnes qui s'occupent de cela. Et donc, avec ces personnes-là, on peut avoir à l'origine du projet des ateliers de brainstorming pour construire un projet à partir de pistes de recherche. On peut aider à la constitution des consortiums, hein, trouver des partenaires en Europe. Voilà, vous pouvez détailler, peut-être qu'il y a un fonds d'amorçage pour aider justement des frais de mission, de réunion. Bah, il faut dire un petit mot quand même. Je vais détailler, mais vous savez déjà tout. Ah ben oui, mais c'est pas pour moi qu'on Non, parle. mais je vais donner les détails. Alors effectivement, le montage d'un projet, ça paraît insurmontable quand on commence. Là, j'ai vraiment vécu cette expérience et je pense que j'ai fait le grand saut sans parachute. On se retrouve submergé d'informations, mais là, je viens déjà de dire qu'on a des personnels qui sont formés, experts et qui sont capables de prédigérer l'information. C'est déjà une bonne étape. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter de s'auto-censurer. Il faut carrément être décomplexé, ne pas avoir peur de se lancer. Et vous allez donc, ceux qui se lancent, avoir tout le soutien de l'établissement. Alors, jusque récemment, le soutien, c'était plutôt sur la construction l'implémentation du projet, c'est-à-dire la décomposition du travail en sous-tâches, les aspects administratifs, parce que rien que la soumission sur les plateformes de la Commission européenne, ce n'est pas simple, les aspects financiers, parce que c'est pas évident du tout de construire un budget quand on est enseignant-chercheur. En général, on n'a pas ces compétences-là, mais on a voulu renforcer cet accompagnement, pouvoir aider les chercheurs et les enseignants à surmonter leurs inquiétudes dès
le début dès l'idée, dès la page blanche, en fait. Donc, on a mené une expérience pilote l'été dernier avec 4 projets ERC Advanced, donc c'est le niveau le plus élevé de ces projets financés par le Conseil européen de la recherche. Et on a constitué autour d'eux une équipe parce que je pense que la réussite de chacun, c'est une affaire collective. Et finalement, chaque porteur a été accompagné au fil du montage de presque une dizaine de personnes. Et on a réitéré cette expérience un peu plus tard avec un projet du programme Erasmus+, un projet de partenariat stratégique. Alors, quelle que soit l'issue de l'évaluation, ce qui est important à retenir, c'est que ces porteurs de projets ne seraient probablement pas allés, peut-être que je m'avance, ils seraient peut-être fâchés de m'entendre, mais je pense qu'ils ne seraient pas forcément allés jusqu'à la soumission si on ne les avait pas soutenus autant et dès le début. Et ce qu'il ressort après la soumission, c'est qu'ils ont tous dans les mains un projet très bien construit, et quelle que soit l'évaluation ou la réussite, ils ont devant eux quelques années de travail, à la fois, j'insiste vraiment, on est sur tous les volets, soit sur la recherche, soit sur la formation. Alors l'idée là, c'est de renforcer l'accompagnement, comme je l'ai dit, depuis l'idée jusqu'à la soumission, c'est-à-dire de A à Z. Donc on a constitué des ateliers autour, on a organisé des ateliers qui rassemblaient autour des porteurs des chercheurs un peu plus seniors avec une culture scientifique plus large ou des personnels de service qui ont le recul attendu. On les a coachés, guidés, tout simplement. Moi, j'ai participé à ça en tant que, non pas vice-présidente, mais en tant qu'experte évaluatrice de la Commission européenne. Et ce que j'espère, c'est qu'à terme, nous aurons un pool d'experts qui viendront en soutien. Et finalement, en les faisant travailler sur les idées avant même de rédiger la première phrase, ils ont construit un projet qui tenait la route. Et puis, à partir de là, on peut les accompagner. Désormais, on a fait un recrutement, une personne anglophone qui aide à transformer ces squelettes de propositions, toutes ces idées qui étaient organisées, en un argumentaire scientifique convaincant, qui est un exercice qui n'est pas simple, déjà en français. Les chercheurs ont l'habitude de publier, c'est-à-dire de rendre compte de leurs travaux a posteriori, mais ils ont du mal à se projeter, à faire de la prospective et vendre à la vente. Il faut vendre ce qu'ils vont faire. Et alors, c'est encore plus difficile quand il s'agit de le faire en anglais. Et avoir une rédaction efficace en anglais, ce n'est pas facile du tout pour des gens qui sont imprégnés de littérature française. Alors, voilà. On a pas mal de questions. Si on souhaite monter un European Joint Doctorate, à qui doit-on s'adresser pour avoir un soutien? Merci. Alors, là, il faut… Réponse courte. Réponse courte. Il faut s'adresser dans les facultés, ça dépend de la faculté, aux personnels qui sont compétents. Alors, le Joint Doctorate… Ça j'aurais pu la faire, celle-là. Voilà. Cette réponse. Alors, s'il y a le moindre doute, on peut s'adresser aux directions universitaires qui redirigeront, mais je pense que les enseignants-chercheurs connaissent leur direction facultaire et frappent à la porte des personnels, ils seront redirigés. Et comme j'ai déjà parlé de ce réseau… Donc, je vais voir ma direction. Et qui est la direction facultaire, à votre avis? La DRV ou le bureau d'ingénierie de projet. Alors, ça dépend de l'instrument de financement qui est choisi. D'accord. Là, c'est pour un European Joint Doctorate. Donc, là, je pense ça que peut passer par oui, ça va être dans le pilier 1, Excellence. Donc, ça va passer par un chargé de développement, a priori. Chargé de développement, voilà le mot-clé pour vous. Voilà le mot-clé pour vous, David. S'il y a des questions spécifiques sur des financements, probablement les réponses, même sûrement, seront données lors de prochains ateliers. Donc, à la fin de cet atelier, cette session inaugurale, je vais présenter le programme qui a été soigneusement préparé sur les semaines suivantes. Et à ce moment-là,
vous pourrez assister à l'atelier qui vous convient et où là, vous aurez des réponses très, très pratiques Très bien. Alors pour sur David, au début, les on appels. vous a invité à vous adresser au chargé de développement de votre faculté. Vous trouverez ses coordonnées sur le site de la faculté, rubrique Direction recherche et valorisation. Voilà, recherche et Voilà. valorisation. Allez, une toute petite question supplémentaire. Je suis CNRS. Est-ce que j'ai le soutien de Sorbonne Université ou est-ce que mon interlocuteur est forcément la DR? C'est quoi la DR? La direction? La quoi? On va faire du CNRS. Pardon, la direction recherche, c'est ça. Oui, mais ça, c'est un peu la même question que la précédente. C'est que oui, on vous accueille volontiers. Comme j'ai dit, on ne va pas faire une séparation absolue, mais si c'est le CNRS qui soumet, c'est logique que ce soit le CNRS qui fasse l'accompagnement. On peut apporter un soutien, on peut compléter, mais a priori, c'est le CNRS quand même qui va s'impliquer. Excellent. Alors, je propose de poursuivre. Merci Véronique Perdot. Et on vous retrouve donc à la fin, dans une petite demi-heure, À tout pour à l'heure. parler de ces ateliers Europe 2021. Vous allez nous les présenter, donc, qui ont lieu tous les mardis et jeudis, vers midi ou midi et demi. Mathilde Bégrand, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, d'Erasmus Plus France, 33 pays dans Erasmus Plus. Donc, voilà, on a un choix, si vous me passez l'expression extraordinaire. Plus. Ouais, et donc, ouais, je vous passe la parole pour une présentation. Oui, merci. Donc oui, Erasmus+, est particulièrement connu. C'est un programme populaire qui soutient très fortement les établissements et les politiques publiques. Alors, le sondage Eurobaromètre qui est sorti il n'y a pas si longtemps classe Erasmus comme une des réalisations principales de l'Union européenne selon les citoyens européens, derrière la paix et la libre circulation. Donc, Erasmus part avec une connaissance, une reconnaissance importante. Donc, on attaque ce nouveau programme, vous l'avez dit, c'est 7 ans de financement du côté de l'Union européenne. Donc, c'est un nouveau programme pour 2021-2027. Vous l'avez dit également, avec un budget important, pratiquement 28 milliards d'euros. Alors, une partie... 26, c'est 26, j'avais dit 26, c'est 26 plus 2. C'est 26 en fait. Plus 2. Et le plus 2, en fait, c'est justement pour les activités en dehors, entre les 33 pays qui sont membres du programme Erasmus+, qui sont les pays membres de l'Union européenne. Puis il m'en manque toujours quand je les cite, alors excusez-moi, vous direz le Liechtenstein, la Norvège, la Serbie, la République de Macédoine du Nord, la Turquie, il me semble qu'il m'en manque un. La Norvège. La Norvège, voilà. Et puis avec le reste, les pays du reste du monde. Donc ça, c'est pour les 2 milliards supplémentaires. Et en fait, juste en introduction, je voulais quand même rappeler les attendus stratégiques et politiques d'Erasmus. Je pense qu'après, avec les questions, on ira peut-être plus dans le concret. Mais je pense qu'il est important de rappeler que ces programmes européens ont un objectif. Et sur Erasmus+, l'objectif, c'est la construction de l'espace européen de l'éducation. Alors, cet espace européen d'éducation, il a vocation d'ici 2025 à permettre à tous de passer du temps à l'étranger pour que étudier et se former devienne la norme, que les diplômes de l'enseignement supérieur et du secondaire soient reconnus dans l'ensemble des États membres, que connaître 2 langues en plus de sa langue maternelle soit la règle générale. Donc ça, c'est un objectif. C'est les objectifs. Connaître 2 langues en plus de sa langue maternelle. Voilà, c'est pour vous rendre compte aussi des défis qui vont être les nôtres dans cet espace de l'éducation européen. Et puis, que chacun a accès à une éducation de qualité sur cet ensemble, sur ces 33 pays et programmes. Et le dernier qui est extrêmement important aussi sur cet espace d'éducation européen, c'est l'aspect citoyenneté européenne. Erasmus+, tout coup comme Horizon Europe qui vont arriver, sont des outils qui permettent aux citoyens d'être pleinement conscients de leur identité européenne et puis de sa diversité. Alors pour l'enseignement supérieur, les focus sont assez évidents. Ça va être le développement d'un diplôme européen, la mise en place d'un statut d'université européenne et en fait, les fers de lance sur ces sujets, Madame Perdurot le sait, ce sont les projets pilotes d'université européenne tels que la lance For EU+, qui est portée par Sorbonne Université. Donc voilà, tous les projets que vous pourrez mettre en place dans le cadre d'Erasmus+, vont aller faire ces objectifs, cette construction de l'espace européen d'éducation avec des liens, et c'est ça qui va être aussi l'enjeu de la synergie
entre cet espace de l'éducation européen, mais aussi l'espace de la recherche et de l'innovation. Et je pense que ça a été développé ici énormément par Véronique Perdureau. Ce lien que vous essayez de faire entre éducation et recherche et qu'il faut faire dans votre établissement aura aussi des impacts sur ce lien entre ces deux espaces de l'éducation et de la recherche au niveau européen. Alors, oui, je vous en prie. Oui. D'autres temps stratégiques et politiques qu'il faut aussi garder en tête dans le contexte dans lequel vos propositions de projet vont arriver, c'est l'agenda de transformation de l'enseignement supérieur qui devrait être adopté par la Commission européenne d'ici la fin de l'année. Il y a des consultations publiques qui sont en cours et notamment auprès des universités européennes. Donc la voix de Sorbonne Université sera entendue dans ce cadre-là. Et puis, deux autres temps qui vont arriver sur 2022 et pas des moindres. Déjà, la présidence française de l'Union européenne en 2022 avec un temps fort sur un forum sur les universités du futur. Qu'est-ce que c'est être une université dans le futur, d'autant plus avec toutes les évolutions que l'on peut avoir actuellement dans le cadre de la crise de la Covid. Et puis un autre temps fort, alors là plus festif, puisque ce sera la célébration des 35 ans d'Erasmus en 2022. Voilà. Alors Erasmus, on l'a dit, c'est un programme unique, particulier, qui cible effectivement l'éducation et la formation dans les 33 pays membres du programme, qui financent le programme, mais aussi avec les pays hors Europe. Erasmus, alors ça c'est peut-être moins connu, surtout les enseignants-chercheurs qui ont l'air d'être nombreux au vu des types de questions qui sont dans le chat. Alors certes, c'est la mobilité, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est ce qui est le plus populaire, la mobilité des étudiants, études, stages, mais c'est également la mobilité des enseignants pour donner des cours chez un de ses partenaires européens, et la mobilité des personnels, administratifs et techniques, pour se former et confronter ses propres pratiques professionnelles avec celles de ses collègues dans une autre université. L'autre pan, ce sont tout ce qu'on appelle, nous, les projets de coopération. Les projets de coopération. Ça, c'était les projets de mobilité. Et ensuite, il y a les projets de coopération. Donc, il y a deux sortes de projets dans Erasmus+. Ouais. Mobilité, on passe à la coopération. Mobilité, du coup, ça va être la mobilité de l'individu. Et les projets de coopération, c'est vraiment avec cette idée de déposer des projets avec des partenaires européens. D'une manière générale, il faut être minimum 3 partenaires d'universités européennes ou hors Europe d'ailleurs. Et puis surtout, c'est des projets qui ciblent l'innovation pédagogique, mais pas que, et qui ciblent le fait que dans ces partenariats, on essaye d'associer des partenaires académiques, des partenaires de recherche, mais aussi tout le milieu socio-économique. Et quand tout à l'heure, Madame Perdureau faisait la liste de toutes les alliances importantes, de tous les partenariats forts qui existent déjà à Sorbonne Université, on voit que vous avez de quoi trouver des sujets, ça j'en doute pas, mais surtout de trouver des partenaires économiques, les ONG, les associations pour vous accompagner dans des projets d'innovation. Alors, ces projets, que ce soit la mobilité ou la coopération, vont tourner dans ce programme Erasmus+, autour de 4 priorités. Quand je vais 4 priorités, ça veut dire que mon projet a d'autant plus, dites-moi si je me trompe, j'ai d'autant plus de chances que mon projet soit accepté qu'il répondra à l'un ou aux 4 de ces priorités, n'est-ce pas? Oui. Alors formellement, dans les projets de mobilité des individus, il va falloir tendre à ces priorités. Et dans les projets de coopération, dans certains appels, ça vous donnera des points supplémentaires, carrément. Et dans d'autres, il n'y aura pas de points supplémentaires, mais ce sera des attendus on attendra de vous que ce projet, en tout cas dans son contexte, que ces défis, que ces priorités infusent dans votre projet, même si ce n'est pas le cœur du projet. On s'attend à ce que vous ne vous sortiez pas de ce contexte européen, de ces défis. Et ces défis, quelles sont-elles? C'est la question que vous allez me poser, cher Paul. Non seulement quelles sont-ils, mais ces priorités, mais on va les donner tout de suite. Inclusion, transition écologique, transformation numérique et citoyenneté active. Voilà, donc ça, ce sont les 4 priorités. Si vous avez un projet Erasmus+, que vous voulez faire valoir, et ben voilà, ce sera d'autant plus... on vous attend là-dessus, finalement. Ouais. Et en fait, vous voyez que ce sont des priorités transdisciplinaires, pour reprendre des termes qui ont été dit tout à l'heure. Ça peut être tout à fait des priorités de synergie, éducation et recherche. Alors, prenons un exemple, l'inclusion, par exemple. Alors, la transition écologique, la transformation numérique, la citoyenneté active, l'inclusion. L'inclusion, c'est vraiment l'idée que Erasmus+ accroît son impact en faveur de l'égalité des chances, au bénéfice des personnes qui ont le moins d'opportunités de mobilité pour des questions de milieu culturel, socio-économique. Alors, dans handicap. Handicap,
les migrants. Alors, dans l'enseignement supérieur, on a déjà 39% d'étudiants en mobilité qui sont boursiers sur critères sociaux. Et donc, en 21-27, sur cette nouvelle programmation, on veut faire Alors, plus, on veut là, on aller est allé plus vite, loin. mais moi, je trouve la proportion, je trouve gigantesque que je Ouais. me trompe, mais 39% des étudiants Erasmus+ sont boursiers sur critères sociaux. Oui. Ouais. Oui, oui. C'est pour ça, quand on parle souvent de Erasmus comme un programme élitiste, pas tant que ça en fait. Il est déjà ouvert aux étudiants sur critères sociaux. Ça ne nous empêche pas d'avoir envie d'aller plus loin, et notamment avec des incitations financières. Donc les étudiants éloignés de la mobilité, notamment les échelons de bourse sociale du Crous les plus hautes, pourront bénéficier d'un complément financier pour leur mobilité, par exemple. Ça, c'était l'inclusion. La transition écologique. À la transition écologique, alors vous n'êtes pas sans savoir que l'Union européenne a pris des engagements forts. Ça s'appelle le pacte vert européen pour être le premier continent climatiquement neutre. Alors pour l'enseignement supérieur, En ça prend 2050, si je ne me trompe pas. 2050. Ouais. Voilà, on a encore un petit peu de temps, mais on va y vite. arriver. Ça va vite. Et en fait, surtout, l'idée, c'est de pouvoir. C'est à plusieurs niveaux cette transition écologique, enfin, l'impact que ça peut avoir sur un établissement. C'est de faire que l'établissement en tant que Sorbonne Université s'engage à de promouvoir auprès des jeunes qui sont, et des moins jeunes, en tout cas des équipes qui sont en mobilité européenne, de promouvoir l'utilisation de transport à moindre impact carbone. Et là, à nouveau, il y aura une incitation financière grâce à Erasmus+. Mais de l'autre côté, c'est aussi de développer via les projets de coopération, soit du contenu pédagogique sur ces questions de transition écologique, soit des contenus de sensibilisation. Voilà, on peut avoir des choses intégrées dans le cursus de la formation des étudiants, comme on peut avoir aussi des actions de sensibilisation sur ces questions. Donc, les deux types de projets seront tout à fait envisagés et finançables dans le cadre d'Erasmus+. Sur la transformation numérique. Si vous voulez bien, on ne va pas faire, parce que je pense qu'on a compris à peu près la logique globale. Peut-être qu'on peut revenir d'un mot, que ce soit parce que vous avez utilisé des termes qui paraissent importants. Vous avez parlé d'un diplôme européen, le développement d'un diplôme européen. Qu'est-ce que c'est un diplôme européen ? Un diplôme européen, c'est un diplôme pour la Commission européenne qui sera identifié, reconnu auprès du milieu socio-économique européen, de quelle que soit l'entreprise, et que donc le diplôme qui soit obtenu notamment via des coopérations internationales puisse avoir la même valeur et la même reconnaissance, quel que soit le pays et quelle que soit l'entreprise dans laquelle le jeune pourra candidater. Vous parlez aussi, vous avez évoqué une carte d'étudiant européenne. Oui, alors c'est ce qu'on appelle l'initiative carte étudiante européenne. Elle n'existe pas encore là ? Si, alors. D'accord. C'est l'initiative carte étudiante européenne et il y a plusieurs choses à l'intérieur de ça. Il y en a une à direction directement des étudiants, c'est cette carte étudiante européenne qui doit permettre de donner accès aux étudiants aux mêmes services, quel que soit l'endroit sur le campus où il est. Et donc ça, en tant qu'université européenne, Sorbonne Université, dans le cadre de son alliance, c'est clairement engagé dedans. Il y a l'autre chose qui est aussi importante, c'est dans cette initiative, c'est tout ce qui va être les modules de numérisation des procédures de mobilité. Alors là, on vise surtout les services, relations internationales et d'alléger la charge administrative en allant vers des processus de numérisation et de gestion en ligne de toutes les modalités. Voilà. Donc c'est vraiment, là on est clairement aussi dans l'enjeu de la transformation numérique dont vous avez parlé. Véronique Pernaut, vous vouliez ajouter un mot, j'ai l'impression. Avec votre micro. Non, quand il a été question de la carte européenne, pour dire que nous l'avions déjà déployée. Voilà. Bon, parfait, excellent. Alors, on va continuer avec Ella Bouquet. Merci beaucoup d'être avec nous. Au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, vous suivez la mise en œuvre de ce programme Horizon Europe, programme pour la recherche, pour l'innovation, doté de 95 milliards d'euros jusqu'en 2026. Voilà, on vous écoute pour nous présenter ce programme. Bien, merci beaucoup. C'est avec plaisir que je viens vous parler du programme Horizon Europe. Ça fait à peu près 2 ans qu'il est en cours de négociation entre la Commission européenne et les États membres et le Parlement. Et je pense qu'on peut être fiers du résultat. Je voudrais aussi remercier la vice-présidente pour cette invitation et puis saluer en fait la dynamique européenne des équipes de recherche de Sorbonne Université.
Et puis, vous dire que vous avez beaucoup de chance parce que vous disposez d'un dispositif d'accompagnement particulièrement performant et voilà, c'est pas toujours le cas, donc c'est bien de le dire. Donc ça a été évoqué en fait, on est sur un programme très important avec 95,5 milliards d'euros prévus sur les 7 années à venir. Et ajouté à ces 95,5 milliards d'euros, il y aura également la contribution des pays qui vont s'associer au programme Horizon Europe, qui sont des pays qui sont non membres de l'Union européenne, mais qui sont dans le voisinage et qui vont contribuer à augmenter encore plus le budget du programme Horizon Europe. Donc, en quelques mots, les objectifs, même si finalement on s'aperçoit que ça se rejoint évidemment avec les objectifs du programme Erasmus+, l'objectif c'est de renforcer l'investissement pour les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, de stimuler la compétitivité pour la prospérité du continent. Et donc là-dessus, on a pu avoir un abondement du plan de relance européen qui est dû abonder le budget du programme Horizon Europe. Et puis de répondre à des priorités stratégiques de l'Union européenne ainsi qu'à des problématiques mondiales. Donc, pour vous donner un petit peu comment ça se décline sur la période 2021-2022, donc une augmentation de l'investissement en recherche et en innovation. Donc là, pour le coup, c'est pour construire l'espace européen de la recherche. Un focus sur les transformations écologiques et numériques. Donc, vous retrouvez ces mêmes objectifs avec Erasmus. La neutralité carbone à horizon 2050 pour le continent européen et la relance de l'économie, j'en ai déjà dit quelques mots. Peut-être juste quelques points basiques sur les modalités d'intervention du programme. Il fonctionne avec des appels à projets compétitifs. Donc avec une compétition pan-européenne qui est également ouverte donc aux entités établies dans des États associés lorsque ceux-ci participent. Et il va y avoir certains sous-programmes qui sont… Excusez-moi, donc il y a des établissements associés, donc c'est pas juste l'Union européenne. Non, en fait, il y a un certain… Alors, c'est encore en cours, donc aujourd'hui, oui. les accords d'association ne sont pas encore finalisés, mais c'était déjà le cas pour Horizon 2020. On a un certain nombre de pays qui payent un ticket d'entrée et qui peuvent participer, comme n'importe quel autre pays membre, à la compétition européenne sur Horizon Europe. Donc, typiquement, on va avoir Israël, la Suisse, la Turquie, la Tunisie, la Norvège. Il est question d'associer également le Maroc, par exemple, pour Horizon Europe. Donc ça, ce sont des accords d'association qui vont commencer à être négociés, qui devraient être prêts pour la signature des premiers projets en fait à l'automne 2021, ce qui est un calendrier assez ambitieux. Donc je disais en fait il y a des appels à projets compétitifs, certains qui sont blancs et d'autres qui sont thématisés. Donc ça permet normalement de pouvoir se positionner, quelle que soit sa discipline de recherche, dans le programme. Et ce qui est intéressant aussi, c'était déjà le cas avec Horizon 2020, mais c'est important, je pense, c'est qu'on a de la visibilité parce qu'on a une publication des programmes de travail sur 2 ans. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de regarder quelles vont être les opportunités que va offrir Horizon Europe sur 2021 et 2022. Donc, ça permet de se préparer et de prendre le temps de bien préparer un projet. Donc moi, j'ai préparé quelques petites slides parce que je pense qu'en l'occurrence, celle-ci, elle est utile à connaître. En fait, c'est l'architecture du programme. Exactement, c'est l'architecture du programme. Et pour ceux d'entre vous qui étaient familiers avec Horizon 2020, en fait, vous voyez que ce n'est pas un bouleversement significatif. Qu'on est quand même dans une forme de continuité. Donc, il y a 3 piliers principaux. Et des fondations, dirons-nous. Donc, un pilier qui s'appelle Sciences d'excellence, qui représente 14% du budget global et qui finance notamment les projets ERC dont nous avons déjà parlé et qui sont très connus. À titre d'information, donc les ERC financent des projets de recherche exploratoire pour des chercheurs. Donc, ce sont des projets individuels à plusieurs niveaux de seniorité dans leur carrière. À titre d'information,
c'est à peu près les 2/3 du budget du premier pilier qui sont consacrés à financer ces projets ERC. Je comprends que nous allons bientôt célébrer, au niveau européen en tout cas, le 10 millième lauréat ERC. Donc voilà, c'est un programme qui est bien connu et réputé. Ensuite, ça a été évoqué dans le chat, notamment les actions de mobilité Marie Curie, qui sont assez diverses, hein, qui s'adressent à divers, en fait, avec divers instruments, donc à la fois la possibilité de faire de la formation doctorale innovante, mais aussi de financer des mobilités individuelles de postdoctorants, voire même de cofinancer des programmes de mobilité. Et le programme infrastructure de recherche qui, lui, vise à développer et mettre en commun les accès aux infrastructures de recherche de pointe au niveau de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier pilier. J'ai dit c'est à peu près 14% du budget d'Horizon Europe. Ensuite, vous avez le gros pilier, entre guillemets, le pilier 2, qui, lui, est le pilier de recherche finalement thématisé. Donc, on va avoir vraiment des sujets de recherche bien précis qui sont décrits dans les programmes de travail et qui représentent à peu près 55% du budget, donc plus de la moitié du budget global du programme 4, donc avec énormément d'opportunités. Alors, ça correspond à peu près aux défis sociétaux pour ceux d'entre vous qui étaient familiers avec le programme Horizon 2020, mais il y a eu des changements de périmètre avec la création de 6 clusters, donc c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, vous voyez les différents périmètres affichés sur cette planche. Les thématiques, ouais. Donc là, on est principalement sur des projets collaboratifs. C'est-à-dire que, contrairement à l'ERC, par exemple, où on peut y aller en tant que chercheur individuel, sur ces projets-là, il va falloir s'associer les compétences de partenaires européens. Donc, la règle d'or pour les projets collaboratifs, mais qui est finalement une règle minimale, hein. Souvent, on a des consortiums qui sont plus larges que ça. C'est 3 entités différentes, indépendantes, établies dans 3 États membres ou États associés différents. Donc 3 entités, ça veut dire quoi? C'est un labo, c'est une entreprise? Alors justement, c'est intéressant aussi parce que c'est un pilier qui est vraiment tourné sur l'impact, parce que en fait, c'est pour répondre aussi à des priorités de politique publique européenne. Et donc, il y a une approche multi-acteurs. Cette approche multi-acteurs, elle indique qu'il faut pouvoir associer en fait les utilisateurs finaux assez souvent aux recherches qui sont menées. Donc, par exemple, sur des projets en santé, on va chercher à associer des associations de patients. Sur des projets en alimentation, on va chercher à associer, pourquoi pas, des consommateurs, mais aussi des agriculteurs. Donc voilà, on n'est pas simplement sur le laboratoire de recherche et l'entreprise. On essaie d'avoir une approche beaucoup plus large et ça aussi, c'est un défi. Société civile. Exactement. Ça peut constituer un défi pour pouvoir trouver ses partenaires et donc augmenter l'impact de son projet. Peut-être vous dire aussi une nouveauté, donc qui n'apparaît pas à proprement parler sur l'architecture, c'est une nouveauté qui sont les missions. Donc la Commission européenne pour Horizon Europe a décidé de, justement, en lien avec la société civile, de générer des solutions et des initiatives en fait autour de quelques défis sélectionnés qui ont une résonance particulière par rapport aux préoccupations des citoyens européens et avec lesquels ils veulent co-construire des portefeuilles de projets pour trouver des solutions dans certains domaines. Donc, il y a 5 domaines. Il y a le cancer, la santé des océans, mers, eaux côtières et intérieures, les villes intelligentes et neutres en carbone, la santé des sols et l'alimentation, ainsi que l'adaptation au changement climatique. Et là, l'idée, c'est de vraiment avoir plusieurs projets qui sont pensés collectivement, donc avec un portefeuille de projets qui seront suivis par des responsables des missions et qui vont pouvoir ainsi répondre à ces préoccupations et avoir un lien fort avec l'élaboration de politiques publiques dans ce domaine. Le temps file à une vitesse folle, donc disons un mot quand même du pilier 3 et puis de la fondation, de la fondation qu'on voit en bas. Oui. Alors, le pilier 3, finalement, la grande nouveauté, c'est la création de l'EIC, le Conseil européen d'innovation.
qu'on appelle souvent EIC, et qui a été conçu pour être en fait le pendant de l'ERC pour l'innovation. Avec un objectif, celui d'accélérer en fait le développement de technologies émergentes et de rupture, et qui ambitionne de soutenir des projets qui ont un très fort potentiel d'innovation, qui sont très risqués, et qui conduisent à des innovations radicalement différentes de produits, de services, voire même de modèles d'affaires. Donc, ce Conseil européen de l'innovation, il s'appuie sur deux modalités d'intervention. Le Pathfinder ou éclaireur en français. Pour ceux d'entre vous qui connaissaient le programme FET, Future Emerging Technologies d'Horizon 2020, il en reprend un peu la philosophie. Donc, c'est sur un stade plus précoce, sur des technologies émergentes. Et puis, l'accélérateur qui, lui, se focalise sur les derniers stades de la recherche et la pénétration sur le marché des innovations. On est là aussi des fois sur du blanc, c'est-à-dire non thématisé, et puis dans certains cas, on va répondre à des challenges qui ont été identifiés, que ce soit pour le Pathfinder ou que ce soit pour l'accélérateur, avec pour le Pathfinder de la subvention, et une nouveauté sur l'accélérateur de la subvention ou ce qu'on appelle un financement mixte, à savoir de la subvention couplée avec des prises de participation de la Commission européenne dans le capital des entreprises, lorsque les investisseurs sont défaillants. Et ensuite, le pilier transversal. Ce pilier transversal, il a un volet qui est très politique publique, renforcement de l'espace européen de la recherche, et puis un volet qui porte sur ce qu'on appelle le widening, donc qui cible en fait les 15 États membres qui sont considérés comme étant moins avancés en matière de recherche et d'innovation et qui du coup peuvent prétendre à une sorte d'accès facilité au programme cadre. Il y a une nouveauté néanmoins qui est intéressante pour nous dans Horizon Europe, c'est que les régions ultrapériphériques ont la possibilité de coordonner des projets dans le cadre de ce programme. Sinon, excellent. Alors, il y avait un point sur lequel vous aviez envie de faire un petit focus, c'était sur le point sur les experts évaluateurs. Donc, moi, en tant que chercheur, enseignant-chercheur, je peux devenir évaluateur parce que je suis un expert en tant que chercheur. Ça me demande quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte finalement? Oui, justement. Alors déjà, de dire que grossièrement, l'évaluation, elle ressemble quand même à ce qu'on connaissait sous Horizon 2020. Donc, elle dépend en partie des instruments, mais on reste sur les 3 critères, excellence, impact et qualité de la mise en œuvre. Mais effectivement, donc, excellence, impact sur la société, l'économie, etc. et qualité de la mise en œuvre, ça, ce sont les 3 critères d'évaluation des projets. Exactement. Donc ça, on reste là-dessus. Et puis, vous dire que justement, il y a quelques jours, la Commission européenne a lancé une campagne pour identifier de nouveaux experts évaluateurs pour ces programmes 2021-2027. Et vous trouverez le lien dans la présentation qui, je pense, vous sera envoyé après ce webinaire. Et c'est vraiment très, très intéressant que de pouvoir participer à ce processus. Et donc, la première étape, c'est de s'inscrire dans cette base d'experts. C'est intéressant déjà parce que ça vous donne l'opportunité de voir plein d'autres projets, plein d'autres recherches en fait qui sont menées dans vos domaines ou dans des domaines connexes. Et puis c'est très formateur. Ça permet, en se positionnant comme expert et en ayant la possibilité de voir plusieurs propositions de projets, en fait, ça permet d'identifier assez rapidement quels sont les facteurs d'échec et de succès des propositions. Donc, finalement, c'est un peu une formation sur comment monter un projet que d'être en situation. Je suis expert évaluateur, ça va m'aider finalement à monter moi-même mes projets. Tout ça, c'est une mécanique, il faut s'acculturer. Donc, ça, c'est un bon moyen que de commencer à comprendre comment tout ça fonctionne. Et c'est intéressant aussi parce qu'on rencontre d'autres experts. Voilà, c'est ça, on réseaute en plus. Qui potentiellement peuvent être des futurs partenaires. On rencontre aussi des gens de la Commission européenne, donc avec qui on peut nouer des relations pour le futur. Et puis, c'est intéressant aussi parce que la Commission européenne, en fait, elle renouvelle ses experts. Donc, elle a une base avec qui elle travaille régulièrement, mais il y a une rotation annuelle de 30%. Donc, elle est en recherche de nouveaux experts.
Très bien. Et donc, on est rémunéré aussi 450 € par jour. Un dernier point avant d'aller de faire une petite description des ateliers qui arrivent là. Oui, Très concrètement, des ateliers Europe pour vous qui nous regardez avec Véronique Perdereau. Bah oui, on va parler quand même voilà, du site internet. tout à fait. Voilà, En donc il y a fait, un je site voulais, sur lequel on trouve tout. alors, je voulais faire un peu de réclame, effectivement. On a un site, on a mis en place un site horizoneurope.gouv.fr sur lequel on s'efforce de mettre déjà un maximum d'informations. Mais évidemment, à mesure que les documents sont publiés, il sera mis à jour très régulièrement. Donc l'objectif, c'est de vous permettre de vous-même, en autonomie, comprendre un petit peu les différentes parties de l'architecture du programme que je vous ai présenté. À terme, lorsque les appels à projets seront publiés, ils seront présents sur ce portail avec du contenu enrichi, c'est-à-dire par exemple des événements associés à ces thématiques qui peuvent être intéressants pour les porteurs. Il y aura des webinaires également, mais aussi des témoignages, des conseils de lauréats, de gens qui ont participé. Et puis des boîtes à outils, des FAQ, donc notamment aussi à l'attention des personnels qui vous accompagnent dans le montage de votre dossier pour leur donner à eux tous les outils nécessaires pour remplir leur mission. Et puis des éléments sur le suivi statistique de la participation. Et puis évidemment, sur les 7 ans, c'est un site web qui va s'enrichir en fonction Excellent. aussi de vos retours et de vos besoins. Bon, on a compris que le coup était parti, là, hein. Horizon Europe, Erasmus+, tout ça, c'est bien lancé en avant. Et pour vous mettre le pied à l'étrier, il y a donc ces ateliers Horizon Europe. On va les découvrir le programme avec vous, Véronique Perdereau, et puis détailler, et puis vous nous expliquer un petit peu de quoi il retourne, là. Voilà, je vais peut-être pas en dire trop, mais d'abord, je voudrais vraiment remercier bien sincèrement Mathilde et Ella pour toute ces présentations générales, les programmes, les grandes idées. Je pense qu'il faut qu'on veille à bien relayer les sites web que vous prenez la peine de nourrir dans nos propres liens. Je rebondis sur cette idée d'expert évaluateur. Effectivement, c'est un aspect très important. L'université, il y a beaucoup d'atouts pour l'expert. J'ai eu cette expérience, j'en ai fait vraiment beaucoup. Beaucoup d'atouts, beaucoup d'enrichissement et de compréhension en fait de l'envers du décor. Mais du coup, cette connaissance que les experts acquièrent, on en a besoin, nous, à l'université. Et dans ces ateliers de brainstorming, notamment, dont j'ai parlé tout à l'heure, on aimerait associer, selon les thématiques, des experts qui ont évalué des appels antérieurs. Donc, une de nos actions à venir, c'est vraiment déjà de savoir qui le fait déjà, parce que ça, c'est pas évident d'identifier, et puis susciter de nouvelles vocations parce que c'est un formidable, ça participe à la montée en compétences en fait de l'établissement. Alors Alors, nos ateliers Europe, aujourd'hui, nos là, ateliers, parce que vous là nous on faites était en languir. train de, c'était voilà, c'était en quelque sorte l'apéritif, un apéritif bien dînatoire déjà quand même, hein. Mais on va continuer. Grâce au travail des directions, de la formation tout au long de la vie, de la recherche et de l'innovation, du développement international, qui ont conçu pour vous ce programme et avec l'appui des personnels aussi, ils ont dialogué au sein du réseau Europe, on a une première série, j'insiste sur le mot premier, une première série d'ateliers qui va durer jusqu'au mois de mai. Et au fur et à mesure, d'autres ateliers vont vraisemblablement être créés pour aller plus loin sur des thématiques ou des spécificités et puis peut-être répondre à des demandes de formation. Mais là, on entame un cycle où on va progressivement décrire les programmes, dire l'essentiel, vous aider à entrer par les bonnes portes, hein, voilà, avant de commencer à monter un projet. Alors, le tout premier atelier, effectivement, c'est après-demain, c'est sur les masters conjoints. Vous n'avez pas forcément un master déjà construit avec vos partenaires, mais vous êtes probablement en train, pour certains, d'en discuter avec notamment les partenaires de notre université européenne. Il y a un instrument
en français, je ne sais pas comment c'est, mais en anglais, c'est Design Measures, qui va apporter un financement pour la préparation, la construction du master conjoint en amont de la soumission. Master conjoint, c'est ce qu'on appelait Erasmus Mundus. Ensuite, il y aura un atelier plus sur les projets collaboratifs en recherche. Là, on a, il faut bien se l'avouer, une très grosse marge de manœuvre à Sorbonne Université. Il y a un fort appétit pour les projets ERC avec les différents niveaux de seniorité dont Ella a parlé. Ce sont des bourses individuelles, même si chaque porteur peut s'entourer d'une équipe. C'est pas du tout la même approche que de s'engager dans un projet collaboratif où on mêle différentes expertises, on les associe et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va plus fort, plus haut. Ça peut faire peur, hein. Il faut monter un consortium, s'entourer des bons partenaires, mais là aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on peut soutenir, on est prêt à financer, il y a des fonds d'amorçage, on finance des réunions, on finance des missions quand on pourra, pour aller à la rencontre de ses futurs partenaires. Il y a un moment où il faut prendre son bâton de pèlerin et il faut y aller, et il faut aller au contact. Et là, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et je dirais qu'on est même, comment dire, on n'est pas obligé d'être un ténor de la recherche pour porter un projet collaboratif. Les projets sont soutenus par les unités de recherche, par l'établissement. C'est l'environnement qui donne la force. Et du coup, il ne faut pas s'auto-censurer. Alors ensuite, on va… Moi, juste un mot, je peux vous dire que j'anime chaque année les Étoiles de l'Europe. Ce sont des prix qui sont remis aux porteurs de projets collaboratifs européens. Et c'est extraordinaire de les rencontrer, de discuter avec eux, voir comme ça les a grandis, rendus heureux. Alors, c'est pas facile, mais et on en voit qui arrivent au bout d'un projet qui a duré plusieurs années, puis ils recommencent sur d'autres projets. Quand on a 1000 pieds dedans, on est souvent c'est un mordu. virus, c'est un virus. Et eh bien là, je peux dévoiler que c'est ce qui m'est arrivé parce que moi, je suis Ah, partie de rien, mais même pas une collaboration nationale. Et j'ai construit étape après étape un projet collaboratif d'envergure, 6,3 millions d'euros, 4 ans, voilà. Ça se construit petit à petit, c'est typique. on l'enrichit, on l'étoffe. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, par contre. Ah. Hein, on n'est pas sûr, quel que soit l'instrument de financement, de réussir du premier coup. De Mais réussir, on ne c'est de renonce réussir pas à décrocher. Voilà, c'est Ce ça. sont des appels Bien sûr. compétitifs, même si je vous ai montré qu'on avait un taux de succès relativement élevé. Pour autant, on peut échouer. Hein, en gros, une fois où on réussit une fois sur 5 ou 6, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à resoumettre, améliorer, bien sûr, et resoumettre. Alors, Allez peut-être un peu ensuite, plus vite sur les ateliers suivants parce que voilà, on est en parce train de qu'après, dépasser nos horaires ils vont terriblement. venir au fur et à mesure. On va parler d'innovation pédagogique. On l'a placé là parce que pour l'instant, on n'a pas encore toutes les informations du programme Erasmus+. L'agence va nous faire un webinaire prochainement. On en saura plus. Ensuite, on va parler aussi de projets collaboratifs européens en formation. Alors, si on voulait bien tourner, voilà. Quelques mots quand même sur cet atelier qui va se passer en anglais. En fait, on veut profiter de ces instruments de financement qui contribuent à la mobilité des talents en fait en Europe, des chercheurs, des jeunes chercheurs que l'on pourrait accueillir. Donc cet atelier est là en anglais parce qu'on veut frapper à la porte de nos partenaires pour recevoir, accueillir leurs jeunes. Et du coup, ça concerne aussi nos chercheurs de Sorbonne Université parce que c'est eux qui vont co-soumettre la proposition d'un jeune qui lui arrive de l'extérieur. Et puis, voilà, on va avancer de cette façon, progressivement, on va dérouler les programmes, les opportunités et à chaque fois que des porteurs voudront bien se montrer, on les accompagnera du mieux qu'on peut, bien sûr, tout au long de cette… je ne voudrais pas employer le mot épreuve parce que ce serait inapproprié, mais de cet effort en fait. Cet effort très enrichissant, cet investissement de A à Z, comme je l'ai dit. Investissement.
Excellent, parfait. Voilà. Mais écoutez, merci infiniment. Donc, on voit bien, voilà, on a des ERC, on peut avoir des financements pour sa propre recherche, monter quasiment son équipe à soi, des projets collaboratifs européens, on peut faire de la mobilité, on peut faire énormément de choses là dans les 7 années à venir, dans les 6 années à venir. On est accompagné par 30 personnes, par toute une infrastructure, depuis l'idée jusqu'au dépôt du projet. Vous pouvez donner une nouvelle ampleur à votre recherche, à votre carrière, prendre une nouvelle envergure. Bah, écoutez, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci infiniment à vous, Véronique Perdereau. Merci infiniment. Ella Merci à vous Bouquet. Merci beaucoup, et à Mathilde tous. Bégrand. Et puis, bah, on a rendez-vous jeudi prochain. Je ne sais plus si c'est à midi ou à midi et demi, mais vous regardez ça et puis on se retrouve. Merci infiniment. Et puis voilà. Merci à vous d'avoir animé cette session. Avec plaisir. Et merci à tous ceux qui se sont connectés et ont bien voulu participer. Parlez-en autour de vous parce que la communication n'a peut-être pas été suffisante. Parlez-en, cette session est enregistrée, elle sera mise en ligne, elle pourra être revisionnée. Et puis, il y a tous ces ateliers à venir où on pourra creuser vraiment sur des questions peut-être plus spécifiques et plus techniques. Excellent. Parfait. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.